Bonne nuit à tous, chers amis fidèles du mystère et du raffinement. Avant que les premières lignes de cette énigme ne se dévoilent, permettez-moi une question simple, mais élégante. De quelle ville, de quel pays, écoutez-vous ce récit? Laissez un commentaire ci-dessous, car tout bon détective commence par observer son audience. Ce soir, je vous invite à vous installer confortablement. Éteignez les lumières trop vives, servez-vous une tasse de thé, et entrez dans un monde où l'art dissimule des secrets plus sombres que l'ombre elle-même. Par une nuit de novembre où la pluie frappait les toits londoniens comme une symphonie de soupçons, je fus invité à examiner un cas des plus insolites. La Wallace Collection, ce sanctuaire de beauté, de délicatesse et de silence, venait de devenir le théâtre d'un acte qui défiait la logique et la bienséance. Je suis Hercule Poirot. Et lorsque l'ordre est menacé, même sous la forme la plus artistique, je considère qu'il est de mon devoir, oui, de mon obligation morale d'intervenir. Ce n'est pas l'ambition ni la célébrité, mais la justice qui me pousse à observer les détails les plus infimes, à écouter les silences et à suivre les traces invisibles laissées dans la poussière du monde. Ce soir-là, une lettre anonyme me fut livrée à Whitehaven Mansions. Le papier était épais, l'écriture raffinée, mais le contenu, une menace voilée. Quelqu'un parmi les murs dorés du musée avait l'intention de commettre l'impardonnable, substituer un chef-d'œuvre par une copie. Comment un tel acte d'une précision presque scientifique pouvait-il se tramer dans un lieu surveillé jour et nuit? L'affaire, à première vue, semblait ridicule, digne d'un roman de bas étage. Mais mon instinct, ce petit quelque chose que j'appelle mon petit pois, s'agitait. Je pris donc la décision de visiter la Wallace Collection au lever du jour. Et ce que j'y trouvais dépassa toute attente. Un climat de tension, des regards fuyants et surtout, un tableau manquant. Non volé, mais déplacé. Une nuance délicate, vous voyez, mais cruciale. Chaque œuvre dans ce lieu sacré est inventoriée, surveillée, aimée. Alors pourquoi celui-ci? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Une série de questions qui méritaient des réponses polies, mais précises. Et c'est ainsi que commença cette enquête, non pas dans le bruit des rues ou la terreur des crimes de sang, mais dans le silence ouaté des galeries d'art. Là où le mensonge se cache derrière les cadres dorés et les visages peints. Le matin suivant, après avoir parfaitement ajusté ma cravate et ciré mes chaussures jusqu'à ce qu'elles brillent comme un miroir, je quittai mes appartements avec la ponctualité qui me caractérise. Le ciel londonien était encore chargé de nuages gris, mais cela ne troubla en rien mon humeur. Une affaire étrange m'attendait, et mon esprit tout entier était déjà en action, comme un horloger devant une montre au mécanisme déréglé. À mon arrivée à la Wallace Collection, je fus accueilli par le conservateur en chef, Monsieur Harold Lenoir, un homme d'une grande finesse au costume impeccable, mais dont les mains légèrement tremblantes trahissaient un trouble profond. Monsieur Poirot, je vous remercie d'avoir répondu si vite. Il y a ici quelque chose d'inexplicable, et je crains que notre réputation ne soit en jeu, dit-il en me conduisant à travers les galeries silencieuses. Nous nous arrêtâmes devant une salle dédiée aux œuvres françaises du XVIIIe siècle. Là, sur un mur, autrefois orné du célèbre tableau Le secret de la comtesse, ne restait qu'un espace vide, encadré par une légère marque de poussière. L'absence du tableau n'était pas due à un vol classique. Les alarmes n'avaient pas sonné, aucune serrure n'avait été forcée, et les caméras de sécurité n'avaient enregistré aucune anomalie. Je m'approchai de l'emplacement avec la plus grande délicatesse. Mon regard ne cherchait pas le spectaculaire, mais l'invisible. Un grain de poussière déplacé, une empreinte discrète, une trace laissée par un gant ou un outil. C'est là, messieurs, dames, que réside le véritable art de la déduction.
Et effectivement, sur le sol, à peine perceptible, une empreinte subtile de cirage noir, un soulier à semelle lisse, probablement fabriqué sur mesure. Je fis signe à Monsieur Lenoir de ne pas s'agiter davantage. Calme et ordre, je vous prie. Il est essentiel que rien ne soit déplacé. Chaque chose ici parle si l'on prend le temps de l'écouter. Le conservateur acquiesça sans mot dire, me laissant explorer les alentours en silence, tel un chat dans un salon de porcelaine. Dans un coin discret de la pièce, dissimulé derrière une colonne, une petite porte de service était entr'ouverte. Elle menait vers les réserves, un endroit où seuls quelques employés triés sur le volet étaient autorisés à pénétrer. Je notais le détail dans mon carnet, tout en me jurant d'y revenir plus tard. Un esprit organisé ne saute jamais les étapes, il les classe avec méthode. De retour dans le hall principal, je croisais le regard d'une femme que je n'avais pas encore remarquée. Elle portait un manteau vert sombre, et son regard était chargé d'une émotion difficile à nommer. Peur, peut-être, ou culpabilité. Mademoiselle, dis-je poliment, auriez-vous quelques instants à m'accorder? Elle sursauta, légèrement, mais répondit avec un mince sourire. Bien sûr, monsieur Poirot. Je suis Héloïse Vernet, assistante du département des arts décoratifs. Je sentis, à cet instant précis, que le mystère prenait forme, non pas dans les faits, mais dans les regards. Et comme toujours, ce n'est pas ce que les gens disent qui importe, mais ce qu'ils évitent de dire. Mademoiselle Héloïse Vernet était d'une discrétion rare. Son allure soignée, son attitude réservée et ses gestes précis évoquaient une femme habituée à l'ordre, à la rigueur et aux choses fragiles. Son regard, cependant, semblait fuir le mien, comme si ma simple présence réveillait en elle quelques souvenirs enfouis qu'elle préférait oublier. Nous prîmes place dans un petit salon adjacent, orné de tapisseries anciennes et baigné d'une lumière douce. Le silence régnait, interrompu seulement par le tic-tac régulier d'une horloge Louis XV. J'optai pour une approche posée. Mademoiselle Vernet, je suis ici non pas pour accuser, mais pour comprendre. Une œuvre a disparu sans bruit, et je crois fermement que ce musée cache davantage de secrets que de tableaux. Elle esquissa un sourire triste. Monsieur Poirot, ce musée, c'est ma vie. J'y ai tout donné. Mais il y a des choses, des tensions récentes, des regards, des mots prononcés à mi-voix dans les couloirs. Elle s'interrompit un instant puis poursuivit plus bas. Depuis 2 semaines, j'ai senti que quelque chose se préparait, mais je ne savais quoi. Je la fixai un moment, notant la sincérité dans le timbre de sa voix. Il ne s'agissait pas d'une comédienne, mais d'une âme inquiète. Je sortis alors un petit carnet de cuir noir, et j'y consignai ces paroles, avec soin. Chaque mot, chaque hésitation, chaque soupir pouvait en temps voulu devenir une pièce du puzzle. Vous avez mentionné des tensions, mademoiselle. Pouvez-vous être plus précise? Des noms peut-être? Elle hésita, regardant par la fenêtre comme pour s'assurer que nul ne nous écoutait. Monsieur Lenoir est respecté, mais un homme nouveau est arrivé récemment. Un restaurateur d'art italien. Il se nomme Gianni Bellini. Charmant, trop charmant peut-être. Et depuis son arrivée, plusieurs objets ont été déplacés sans raison officielle. Voilà un nom qui méritait d'être entouré d'un trait rouge. Un restaurateur peut être un artiste ou un faussaire selon le sens qu'il donne à son talent. Et un charmant Italien dans un monde de vieux cadres. Toré? L'élément dramatique parfait. Je remerciai mademoiselle Vernet avec une courtoisie qui m'est naturelle. Elle se leva, et avant de partir, elle ajouta « Monsieur Poirot, si quelque chose m'arrivait, sachez que je n'ai jamais voulu nuire à la collection. » Ces mots me glacèrent plus que la brise qui filtrait par la fenêtre entr'ouverte. 2. Retour dans les galeries, je croisai à nouveau Monsieur Lenoir. Je lui posai d'un ton neutre une simple question. « Connaissez-vous un certain Gianni Bellini ?»
Son visage se tendit légèrement. Bellini? Bien sûr. Il est ici en mission temporaire, une recommandation du musée de Florence. Pourquoi cette question? Oh, pour rien. Une curiosité toute personnelle. Je souris, mais dans mon esprit, l'affaire prenait un contour nouveau. International, subtil et dangereux. Et comme toujours, c'est dans les détails que se cachent les conspirations. Après mon échange avec Monsieur Lenoir, je décidai de rencontrer ce fameux restaurateur italien, Gianni Bellini. Un nom qui chantait la Dolce Vita mais qui, à mes oreilles d'enquêteur, sonnait comme un accord légèrement dissonant. On m'indiqua qu'il travaillait ce matin-là dans l'atelier de restauration, au sous-sol du musée, un endroit calme, réservé aux experts, loin du regard des visiteurs. L'atelier était vaste, baigné d'une lumière froide et stérile, des pinceaux fins, des loupes articulées, des pots de vernis et des morceaux de toile ancienne reposaient sur de longues tables. Là, penché avec une concentration théâtrale, se trouvait Gianni Bellini. Il se redressa à mon approche, essuya ses mains et me salua d'un sourire trop parfait pour ne pas éveiller mes soupçons. « Monsieur Poirot, quel honneur! On m'a parlé de vous à Florence. Que puis-je faire pour votre illustre personne ?» Son français était impeccable, avec un accent chantant qui aurait pu séduire bien des cœurs naïfs. Je répondis avec courtoisie, « C'est un plaisir partagé, monsieur Bellini. Vous êtes ici pour une mission. » Il hocha la tête avec assurance. « Oui, une restauration de 2 œuvres attribuées à Boucher et Fragonard, de véritables trésors. Mais vous savez, certaines toiles racontent plus que ce que les yeux voient. » Il me fixa un instant, et je vis passer dans ses pupilles une étincelle étrange, l'ombre d'un défi peut-être. Je décidai de sonder plus profondément. « Et avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers jours? Une atmosphère, disons, troublée ?» Il haussa les épaules, haussant les mains à l'italienne. « Mon cher monsieur Poirot, dans tout lieu où il y a des hommes, il y a des tensions. La jalousie, l'orgueil, le désir de reconnaissance. Ici, c'est un musée, mais l'âme humaine n'y est pas moins complexe. » Je notai cette réponse dans un coin de ma mémoire. Cet homme parlait comme un poète, mais j'ai appris que les plus beaux discours peuvent dissimuler les intentions les plus sombres. Je l'observai en silence quelques secondes, puis, d'une voix posée, « Et si je vous disais qu'un tableau a disparu, subtilisé sans trace, cela ne vous étonne pas ?» Il sourit, mais ses yeux ne souriaient pas. « Je ne suis qu'un restaurateur, monsieur, pas un gardien ni un voleur. Mais si vous avez besoin de mon expertise, je suis à votre disposition. » Il s'inclina légèrement, mais je sentis derrière cette politesse une barrière. Une défense subtile, mais bien réelle. Je quittai l'atelier avec une impression persistante. Bellini savait plus qu'il ne disait, mais sans preuve. Sans lien tangible, je ne pouvais que patienter. L'affaire, pour avancer, aurait besoin d'un nouvel élément. Et dans mon expérience, c'est souvent le hasard ou la peur qui finit par faire parler les murs. En remontant vers les galeries, je passai par la bibliothèque du musée. Un endroit peu fréquenté, mais qui recelait des trésors. Correspondances, registres, catalogues de prêts. Si une substitution avait eu lieu, elle aurait laissé des traces, quelque part. Peut-être même dans les registres de Bellini lui-même. Mais pour cela, il me faudrait un accès discret. Et c'est alors que je vis réapparaître mademoiselle Vernette, tenant un dossier à la main. Elle me lança un regard chargé de signification. Il était clair qu'elle avait pris une décision qui, j'en étais convaincu, allait faire basculer l'enquête. Mademoiselle Vernet s'approcha de moi avec lenteur, comme si chaque pas l'éloignait de sa propre sécurité. Dans ses mains tremblait un dossier cartonné, scellé par un ruban de soie violette. Elle me le tendit sans un mot, puis jeta un regard furtif autour d'elle.
Nous étions seuls dans l'antichambre de la bibliothèque, mais son inquiétude semblait plus profonde que la simple peur d'être vu. « Monsieur Poirot, je ne devrais pas avoir ce document. Il appartient au département des acquisitions spéciales. Il contient des rapports confidentiels, dont un signé de la main de Monsieur Bellini. Lisez-le et brûlez-le ensuite. » Elle s'éloigna aussitôt sans attendre de remerciements, me laissant avec ce poids entre les mains, un poids que seuls les innocents craignent. Je m'installai dans un coin discret, à l'abri des regards, et ouvris lentement le dossier. À l'intérieur, plusieurs rapports d'expertise détaillés datés des 3 derniers mois. Restauration, échange d'entre musées partenaires, expédition à l'étranger, mais surtout un document particulièrement troublant. Une évaluation d'une œuvre intitulée La promesse rêvée, tableau mineur de l'école française, considéré comme peu précieux. Le rapport indiquait que cette œuvre avait été envoyée à Florence pour analyse pigmentaire approfondie. Or, selon la base de données du musée, que j'avais consultée plus tôt, cette œuvre était encore exposée dans la salle 12, ou du moins, censée l'être. L'anomalie sautait aux yeux. 2 localisations pour une même œuvre, cela sentait la substitution avec une précision redoutable. Un second document daté de 2 jours avant mon arrivée révélait un accord de prêt temporaire signé par Monsieur Lenoir, mais dont la signature portait des irrégularités. Je sortis ma loupe et comme je le soupçonnais, le L de Lenoir était d'une encre différente. Une imitation, probablement. Cela confirmait mon intuition. Quelqu'un avait orchestré un faux échange. Je refermai doucement le dossier et le glissai dans ma mallette. Pas question de le brûler. Pas encore. Je tenais là une pièce centrale du puzzle. Mais il me fallait agir avec prudence. Si Bellini ou ses complices savaient que je détenais ces documents, leur réaction pourrait être brutale, voire irréversible. Je quittai la bibliothèque et pris un moment pour observer les visiteurs du musée. Des couples, des étudiants, des amateurs d'art. Personne ne semblait hors norme. Et pourtant, derrière cette normalité, je sentais l'ombre d'un complot. Un crime d'intelligence, de duplicité, et peut-être d'amour-propre. Sur le chemin du retour vers les galeries, je tombai sur un jeune assistant du musée, nommé Oliver Brunson. Curieux, vif, un peu trop nerveux, je lui posai une question anodine. « Monsieur Brunson, saviez-vous que la promesse rêvée avait été envoyée à Florence ?» Il pâlit. Un silence, puis « Non, monsieur Poirot. Ce tableau n'a jamais quitté Londres. Pas à ma connaissance. » Un frisson parcourut mon échine. Il était temps d'organiser une réunion discrète. Mademoiselle Vernet, Monsieur Brunson et moi. Le cœur du mystère n'était plus une question d'art, mais de vérité. Et la vérité, mes amis, ne se cache jamais bien longtemps, surtout sous le regard vigilant d'Hercule Poirot. La nuit tombait lentement sur Londres, enveloppant la ville d'un manteau feutré et humide. Les lampes à gaz autour de Manchester Square jetaient une lumière tamisée, parfaite pour les confidences. J'avais demandé que Mademoiselle Vernet et Monsieur Brunson me retrouvent discrètement dans le petit salon privé, attenant à la salle des portraits. Il fallait parler sans murs indiscrets, sans oreilles involontaires. Ils arrivèrent à quelques minutes d'intervalle, tous deux visiblement tendus. Je les saluai avec calme, puis m'assis au centre du canapé, les mains jointes, les moustaches impeccablement symétriques. Mes amis, il est temps que les voiles tombent. Ce musée est devenu une scène de théâtre où chacun joue son rôle. Mais ce soir, c'est l'heure des aveux. Héloïse Vernet prit la parole la première. Elle parla d'un climat étrange depuis l'arrivée de Bellini, des œuvres déplacées sans justification, des scellés brisés, des rendez-vous nocturnes, entre le restaurateur et un homme jamais identifié. Je l'ai vu entrer par la porte ouest, très tard, à plusieurs reprises. Il prétendait avoir l'autorisation de Monsieur Lenoir, mais
Je n'ai jamais pu le vérifier. Monsieur Branson, quant à lui, était plus hésitant. Je dus l'encourager doucement, en lui assurant qu'il n'était pas en danger. Je crois que j'ai vu Bellini transporter une caisse sans enregistrement officiel. Il l'a chargée dans un véhicule noir tôt le matin, 2 jours avant que le secret de la comtesse ne disparaisse. Je ne l'ai dit à personne. J'avais peur de perdre mon poste. Je les écoutais avec une attention extrême, sans interrompre, sans montrer la moindre émotion. Chaque mot, chaque détail confirmait ma théorie. Un tableau avait été remplacé par une copie, puis envoyé à l'étranger sous un faux prétexte, pendant qu'un autre, le véritable joyau, disparaissait sans alerter les systèmes de sécurité. Je sortis alors le dossier confidentiel de ma mallette, l'ouvrant lentement. Je leur montrai le rapport falsifié, la signature imitée de Monsieur Lenoir, les irrégularités de date. Regardez bien, mes amis. Voici la preuve d'une supercherie. Ce n'est pas un vol de fortune. C'est un acte d'élégance criminelle. Un chef-d'œuvre de duplicité. Mademoiselle Vernet pâlit. Mais alors, qui est derrière cela? Bellini ne peut pas avoir agi seul. Je hochai lentement la tête. Justement, il ne s'agit pas seulement d'un vol. Il s'agit d'un réseau, d'un cercle de trafiquants d'art opérant sous la couverture de restaurateurs, de commissaires, de prêtres, non. Monsieur Branson murmura. Et la Wallace Collection n'était qu'une étape? Je répondis avec gravité. Une vitrine, un test, et peut-être le début d'un scandale bien plus vaste. À cet instant, une idée germa dans mon esprit. Une mise en scène, une fausse piste. Si je voulais démasquer Bellini, il fallait le pousser à l'erreur. Et pour cela, j'aurais besoin de complices, volontaires, discrets et honnêtes. Seriez-vous prêt à m'aider ? Demandai-je doucement. Les 2 jeunes gens se regardèrent, puis acquiescèrent sans hésiter. La partie était lancée. Et comme toujours, ce n'est pas dans la force que l'on gagne une bataille, mais dans la précision. Et sur ce terrain-là, Hercule Poirot ne perd jamais. La nuit avançait, et avec elle l'horloge du mystère s'égrenait lentement, comme les grains d'un sablier inversé. Mon esprit, lui, fonctionnait à pleine capacité. Si l'on voulait faire tomber Bellini, ou le pousser à révéler ses alliés, il fallait l'amener à croire que son stratagème était encore dissimulé. Et pour cela j'avais besoin de mettre en scène une illusion. Une illusion savamment orchestrée. Je convoquai dès le... Monsieur Lenoir arriva, légèrement nerveux, une pochette de documents à la main. Je le fis asseoir dans mon salon de lecture improvisé. Avec douceur, je lui montrai les rapports falsifiés. Sa réaction fut immédiate. Il pâlit, puis se redressa dans une défense qu'on aurait presque pu croire sincère. « Je n'ai jamais signé cela, monsieur Poirot. Jamais. » Et je ne savais pas que la promesse rêvée avait quitté les lieux. Je le fixai longuement. Aucun battement d'yeux, aucun haussement d'épaules. Juste la vérité nue, ou bien l'habileté suprême du menteur. Dans les 2 cas, je devais le traiter comme neutre, ni allié, ni suspect. Il ne fallait rien brusquer. La partie n'était pas encore assez mûre. Je confiai à Héloïse Vernet un rôle discret mais essentiel. Surveiller les allées et venues de Bellini, noter les heures, les personnes croisées, les objets transportés. À Branson, je confiai un double de la clé du local de réserve, un lieu que Bellini visitait souvent mais dont l'inventaire était sciemment incomplet. Leur loyauté était sincère, leurs gestes maladroits, mais pleins de bonne volonté. Moi, je restais à la surface, visible, posé, presque distrait. Je flânais dans les galeries, commentant les cadres, m'arrêtant devant les bustes, donnant l'impression d'un touriste, fortuné un peu fantasque. Et pourtant, chaque pas, chaque regard faisait partie de mon balai d'observation. C'est alors que Bellini commit sa première erreur. Il déplaça une œuvre,
Le baiser dans l'ombre, prétendument pour retouche. Or cette œuvre n'avait reçu aucun ordre de restauration. Je le laissais faire. Mieux, je le félicitais. Une main d'expert, monsieur Bellini. Les couleurs semblent vibrer davantage sous vos soins. Il sourit. Mais je vis dans son regard une nervosité naissante. Il ne savait pas encore que le filet se refermait. La nuit suivante, je donnai mon accord pour une surveillance discrète du local de réserve. Bronson, dissimulé derrière une cloison mobile, observa Bellini entrer seul, puis ressortir quelques minutes plus tard, tenant un rouleau soigneusement enveloppé. Il le plaça dans une valise noire à code, puis quitta les lieux, en voiture. Ce détail m'alerta. Une valise? Un transport imminent? L'heure d'agir était venue. Je contactai un ancien collègue de Scotland Yard, l'inspecteur McAllister. Ensemble, nous échafaudâmes le plan final. Un rendez-vous fin avec un collectionneur fictif, un lieu choisi par nous, et une livraison qui n'aurait jamais lieu. Bellini était piégé, mais encore fallait-il savoir jusqu'où allait son réseau. Car mes amis, une toile manquante peut cacher bien plus qu'un simple voleur. Elle peut dévoiler un empire entier d'ombre. Le lendemain matin, à 8 heures précises, je pris le thé dans mon salon privé de l'hôtel Claridge's, comme à mon habitude. L'élégance n'est pas une distraction, mais une discipline. Et en ce jour décisif, je tenais à ce que chaque geste soit exact, chaque détail maîtrisé, car ce soir-là, Bellini allait rencontrer un collectionneur privé, qui n'était autre qu'un leurre savamment créé par mes soins. L'inspecteur, McAllister, homme discret mais d'une efficacité rare, s'était prêté à merveille au rôle du milliardaire excentrique venu d'Argentine. Faux nom, faux passeport, véritable autorité. Il disposait d'un hôtel particulier prêté par le Yard, dans le quartier discret de Mayfair. C'est là que Bellini devait livrer son trésor volé, convaincu d'y vendre une toile d'une valeur inestimable. Mais ce que Bellini ignorait, c'était que chaque mouvement depuis la veille avait été placé sous surveillance. Héloïse Vernet, en parfaite observatrice, avait remarqué un détail curieux dans ses habitudes. Avant toute opération, il passait toujours 2 heures dans la salle des bronzes italiens. Pourquoi? S'agissait-il d'un signal? D'un rituel? Ou bien y cachait-il quelque chose? Je m'y rendis donc à mon tour sans me faire remarquer. Et là, derrière une sculpture de Cellini, dissimulée dans un compartiment creusé à même le socle, je découvris un second rouleau, soigneusement protégé. Une toile? Non. Des documents. Des certificats d'authenticité, falsifiés. Des noms, des dates, des sceaux diplomatiques copiés. L'ampleur de la fraude devenait soudain bien plus vaste qu'un simple vol. À 17 heures, Bellini se présenta à Mayfair, ponctuel, vêtu d'un manteau gris et tenant la valise noire. Il fut accueilli par McAllister qui joua son rôle à la perfection, avec un accent argentin inventé pour l'occasion. « Ah, monsieur Bellini, c'est un honneur, je suis amateur de beauté et de discrétion, vous comprenez ?» Bellini acquiesça, sourire aux lèvres, inconscient du filet qui l'attendait, mais au moment même où il s'apprêtait à ouvrir la valise pour montrer la toile à son acheteur, 2 agents de Scotland Yard entrèrent. Discret mais ferme. Bellini pâlit. Son regard passa du collectionneur à moi, que j'observais la scène à distance, depuis une pièce adjacente. Je m'approchai lentement. « Monsieur Bellini, vous avez fait preuve d'un talent admirable. Dommage qu'il ait servi le crime. » Il voulut nier, bien sûr. Plaida la confusion, la manipulation. Mais les documents cachés, les témoignages de Vernet et Bronson, et les preuves trouvées dans la salle des bronzes parlaient pour lui. Son réseau n'était pas encore entièrement connu, mais le premier domino venait de tomber. Ce soir-là,
dans le silence revenu de la Wallace Collection, je déambulais seul entre les galeries. Je m'arrêtais devant un tableau retrouvé, le « Secret de la comtesse ». Son regard peint semblait me remercier, non pas pour l'avoir sauvé, mais pour avoir rétabli l'ordre. L'ordre, mes amis, toujours l'ordre. L'arrestation de Bellini, bien qu'élégamment exécutée, ne représentait qu'une première couche de vernis ôté sur un tableau bien plus vaste. À Scotland Yard, sous les yeux perçants de l'inspecteur McAllister et le calme inébranlable de votre humble serviteur, le restaurateur livra une version des faits que je qualifierais de créative. « Je n'ai jamais volé quoi que ce soit », disait-il. « J'ai simplement corrigé des erreurs historiques. Ces toiles sont mal attribuées, oubliées dans les réserves. Je leur donne une nouvelle vie, et je ne suis pas seul. » Cette dernière phrase résonna comme un glas, car derrière tout génie solitaire du crime, il y a souvent une main invisible, une voix chuchotée, une volonté dissimulée. Pendant que McAllister poursuivait l'interrogatoire, je demandais à Héloïse Vernet et à M. Branson de m'assister dans une fouille complète de l'atelier de Bellini. Nous avions obtenu une autorisation spéciale. Chaque pinceau, chaque tube de vernis, chaque boîte était un indice potentiel. C'est Branson qui trouva la clé, littéralement. Cachée dans un flacon de fixatif, une petite clé dorée ornée d'un numéro gravé, 47B. Ce n'était ni une clé de musée, ni une clé d'hôtel. Mais moi, je connaissais cette gravure. Il s'agissait d'un modèle de coffret sécurisé utilisé dans certaines galeries privées, notamment à Zurich. Je passai un appel discret à un contact de l'Interpol basé en Suisse. 2 heures plus tard, la réponse tomba. La galerie, Hermann Onfrère détenait effectivement un coffre numéroté 47B, ouvert la semaine précédente, par un certain Jean-Marc Leroux, un nom d'emprunt utilisé par Bellini lors d'une précédente mission à Genève. Ce lien confirmait ce que je soupçonnais. Bellini n'était qu'un maillon. Un homme de main raffiné, certes, mais au service d'une organisation qui utilisait les restaurateurs d'art comme courroie de transport, des toiles remplacées, des documents falsifiés, des échanges secrets avec des collectionneurs peu scrupuleux. Je retournai à la Wallace Collection. Pour revoir Monsieur Lenoir, il m'attendait, l'air soucieux. Je l'observais attentivement. Monsieur Lenoir, êtes-vous disposé à me dire toute la vérité? Je crois que vous avez protégé quelqu'un, par loyauté, par peur, ou par dette. Il resta silencieux, un instant puis soupira profondément. Il y a 5 ans, j'ai été sauvé d'une faillite personnelle par un mécène anonyme. En échange, je devais faciliter certaines discrétions au sein du musée. Je ne savais pas que cela mènerait à des crimes. Je n'ai jamais touché un centime illégal, mais j'ai détourné le regard. Sa confession était grave. Il n'était pas coupable, non. Mais responsable? Peut-être. Je lui tendis un mouchoir puis me levai. Il est temps de réparer, Monsieur Lenoir. Et pour cela vous allez m'aider à faire tomber celui qui se cache encore dans l'ombre. Celui pour qui Bellini n'était qu'un pinceau parmi d'autres. Le dernier acte approchait. Et moi, Hercule Poirot, je n'avais pas pour habitude de laisser le tableau inachevé. Après la confession de Monsieur Lenoir, je me retrouvais seul dans la galerie des miniatures. Il y régnait un calme étrange, presque irréel. Les regards peints de dizaines de petits portraits semblaient m'observer, me scruter, comme si eux aussi attendirent la révélation finale. Car à ce stade de l'enquête, il ne s'agissait plus de savoir ce qui s'était passé, mais pourquoi. Et surtout, pour qui. Je pris un moment pour réfléchir. Tous les indices pointaient vers un commanditaire discret, invisible, dont le nom n'était inscrit nulle part, mais dont la présence se faisait sentir dans chaque silence. Un mécène anonyme, un protecteur, un stratège. Et soudain, dans la clarté de mon raisonnement, une idée me frappa. Et si ce n'était pas un collectionneur?
Mais un homme d'État? Je me rendis alors dans le bureau de Monsieur Lenoir et lui posai une simple question. Qui a recommandé Bellini à la Wallace Collection? Il hésita puis sortit un courrier scellé, daté de 6 mois plus tôt. Cette lettre vient de la Fondation d'Histoire Européenne de Paris. C'est elle qui nous l'a présentée comme indispensable. Je pris la lettre, l'examinai avec ma loupe. Papier de qualité, encre rare, signature soignée, mais un détail sauta aux yeux. L'écusson utilisé n'appartenait plus à la dite fondation depuis 5 ans. Une erreur grossière, commise par excès de confiance. Voilà le type de détail qui démasque les hommes pressés. Je contactai un archiviste de l'ancienne fondation. Il confirma que Bellini n'avait jamais fait partie de leur cercle. En revanche, il mentionna un nom que je n'avais pas encore entendu. Alaric de Beaumont, un diplomate français, mécène, amateur d'art, et figure influente dans les échanges culturels entre musées européens. Le nom me frappa comme un éclair. J'avais entendu parler de lui lors d'un précédent voyage à Istanbul, dans une affaire de manuscrits disparus. Toujours présent, jamais impliqué. Toujours dans l'ombre, jamais accusé. Il finançait, soutenait, orientait, mais ne touchait jamais à rien directement. Avec l'aide de Scotland Yard, nous dressâmes discrètement un profil complet d'Alaric de Beaumont, ses voyages, ses acquisitions, ses mécénats. Et là, le dernier lien apparut. Un transfert discret, de fonds, effectué depuis une banque de Genève vers une société écran, ayant versé des honoraires à Bellini 3 semaines avant son arrivée à Londres. Le filet était prêt. Il ne manquait plus que l'appât. Je convoquai une conférence privée à la Wallace Collection, sous couvert de présentation d'une œuvre restaurée. J'y fis inviter Monsieur de Beaumont ainsi que plusieurs figures du monde de l'art. Un événement mondain, élégant, raffiné, comme il les aimait. Et au milieu de cette soirée, une surprise. Le secret de la comtesse fut présenté comme ayant été volé puis retrouvé par la police. Une mise en scène, bien entendu. Je scrutai le visage d'Alaric de Beaumont au moment de cette annonce. Il ne broncha pas. Mais ses doigts, eux, se contractèrent imperceptiblement. Et son regard, juste un instant, alla vers la sortie. L'instinct de fuite, mes amis. Voilà un aveu silencieux que nul ne peut dissimuler. Je m'approchai de lui, calmement. Monsieur de Beaumont, n'est-il pas curieux qu'un mécène averti comme vous n'ait jamais entendu parler de cette disparition? Il me regarda. Son sourire s'effaça. Il comprit que la partie était terminée. Mais moi, Hercule Poirot, je ne me satisfais jamais d'un simple regard. J'attendais la chute complète du rideau. La soirée battait son plein. Les verres de cristal tintaient, les compliments s'échangeaient avec élégance et les œuvres redécouvertes brillaient sous les projecteurs. Pourtant, au cœur de cette atmosphère feutrée, une tension glaciale flottait autour d'un seul homme, Alaric de Beaumont. Son calme n'était plus celui d'un diplomate, mais celui d'un animal blessé, traqué. Je décidai de lui offrir une dernière chance, une sortie digne, comme tout gentleman le mérite, même lorsqu'il a vendu l'art pour de l'or. Je l'invitai à me suivre dans une galerie secondaire déserte à 7 heures. Là, sous le regard figé d'un portrait de Louis XIV, je pris la parole. « Monsieur de Beaumont, vous avez le choix. La vérité en privé, ou le scandale en public. » Il ne répondit pas tout de suite. Son regard se fixa sur un buste de marbre, comme si une autre époque l'appelait au secours. Puis il parla enfin d'une voix basse, lente, mais sans la moindre trace de regret. « Vous croyez avoir tout compris, monsieur Poirot. Mais le monde de l'art est un théâtre, et ceux qui en tirent les ficelles sont rarement sur scène. » Je hochai la tête lentement. « Vous parlez de mécénat, de diplomatie, de réseau, mais vous avez oublié une chose, monsieur, la morale. Vous avez souillé la confiance d'institutions séculaires pour enrichir des hommes sans visage. » Il eut un sourire amer. « Et vous, Poirot,
Vous croyez vraiment que la justice l'emporte dans ce monde? Toujours, répondis-je simplement. Car voyez-vous, même lorsque le monde chancelle, la vérité demeure. Elle est la seule œuvre que personne ne peut falsifier. À cet instant précis, l'inspecteur McAllister entra dans la galerie. Il tenait un document signé du procureur. Une assignation, assortie d'un mandat de perquisition pour les biens, et bureau de Monsieur de Beaumont. L'homme regarda le papier, puis moi. Et pour la première fois, il sembla minuscule. « Très bien, » murmura-t-il. « J'imagine que c'est ici que le rideau tombe. » Le lendemain, les journaux faisaient leur gros titre. Un diplomate français impliqué dans un réseau international de trafic d'œuvres d'art. Hercule Poirot dénoue l'affaire. À la Wallace Collection, le calme revint peu à peu. Les œuvres furent répertoriées à nouveau, les inventaires corrigés et les protocoles de sécurité renforcés. Mademoiselle Vernet fut promue au rang de conservatrice adjointe. Branson, lui, reprit ses études avec une bourse attribuée par une fondation indépendante, cette fois, une vraie. Monsieur Lenoir présenta sa démission avec dignité, déclarant « Je n'ai pas été complice, mais j'ai été aveugle. Et un directeur aveugle ne mérite pas sa place. Quant à moi, je retournai à Whitehaven Mansion, satisfait. Une affaire close, une justice rendue, une vérité rétablie. Mais, mes amis, si l'art peut être volé, le goût de l'ordre et de la précision, lui, ne s'achète pas. Et tant que le monde comptera sur le bon sens et les cellules grises, il pourra encore espérer. Si cette histoire vous a captivé, dites-moi de quel pays ou ville vous l'avez écoutée. Vos commentaires sont ma récompense. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer un nouveau mystère de Monsieur Hercule Poirot. Après l'arrestation d'Alaric de Beaumont, je pensais, un bref instant, que le tableau était complet. Mais, comme souvent, les toiles les mieux vernies cachent encore une fine couche de vérité. Et dans mon esprit, une question demeurait. Pourquoi cette œuvre? Pourquoi le secret de la comtesse? Qu'avait-elle de si particulier pour déclencher une opération d'une telle ampleur? Je me rendis de nouveau à la salle des portraits français, là où le tableau avait retrouvé sa place. Je l'observais longuement. Ses teintes pastel, ses drapés légers, sa scène anodine de confidence féminine. Et pourtant, derrière le geste délicat de la comtesse chuchotant à l'oreille de sa suivante, quelque chose détonnait. Une signature, un détail anachronique. Avec l'aide d'Héloïse Vernet, nous demandâmes une analyse infrarouge du tableau. Ce que nous découvrîmes fit battre mon cœur plus vite, ce qui, je l'avoue, est rare. Sous les couches de peinture, une autre scène apparaissait, un portrait dissimulé. Une femme assise, les mains jointes, au regard fixe, et sur un coussin à ses pieds, un symbole héraldique. Héloïse s'écria doucement. C'est l'emblème des Chauvigny, une famille noble disparue à la Révolution. Je me retournai vers elle, les sourcils levés. Et si cette œuvre n'était pas seulement une peinture volée, mais une preuve d'héritage dissimulé? Ce serait donc cela, non pas une toile pour sa beauté ni pour sa valeur marchande, mais pour ce qu'elle contenait de mémoire. Un acte de légitimation caché sous un pinceau frivole. Le vol n'avait rien d'esthétique, il était politique, peut-être même dynastique. Je demandai à Scotland Yard de fouiller les correspondances saisies chez de Beaumont. On y trouva, en effet, une lettre adressée à un certain comte H.D.C., où il était question de récupérer ce qui revient de droit à votre lignée, dissimulé au regard de l'histoire. La toile devait donc quitter l'Angleterre non pas pour être vendue, mais pour être utilisée dans une revendication familiale oubliée de tous, sauf de quelques héritiers fanatiques. Je convoquai une réunion finale à la Wallace Collection. Étaient présents l'inspecteur McAllister, Héloïse Vernet, Branson, un représentant du ministère de la Culture et moi-même. Je leur exposai mes conclusions,
L'œuvre n'était pas seulement volée, elle avait été utilisée comme instrument dans une tentative de reconstruction aristocratique. Le ministère promit de faire garder l'œuvre dans une salle sécurisée et d'envisager sa restauration sous supervision de l'État. Elle ne quitterait plus jamais le territoire britannique sans mandat officiel. Je retournai ensuite à mon appartement, allumai la lampe et pris place dans mon fauteuil préféré. Une tasse de tisane à la main, je contemplais le silence. Tout était à nouveau en ordre. L'affaire, bien qu'inhabituelle, rejoignait les rangs des mystères que seule la combinaison du mensonge humain et de la vanité pouvait engendrer. Mais surtout, elle me rappelait ceci. Il ne faut jamais juger une œuvre d'art. Quelques jours passèrent, et la Wallace Collection reprit son calme majestueux. Les visiteurs revinrent, les guides reprirent leur récit, et l'œuvre retrouvée devint l'objet d'une attention toute particulière. Mais moi, Hercule Poirot, je ne dormais jamais tant qu'un détail demeurait sans réponse. Et dans cette affaire, un détail m'obsédait encore. Qui avait maquillé le tableau? Bellini l'avait transporté, c'est vrai. Mais il ne l'avait pas repeint. Ce type d'opération nécessite des semaines, un matériel spécifique, un lieu discret. Je retournai dans l'atelier du musée, cette fois seul, à la recherche de traces oubliées. Dans un tiroir verrouillé, dont j'avais discrètement obtenu la clé auprès de la direction, je trouvai une série d'échantillons pigmentaires. Des bleus de Prusse, des terres d'ombre, des oxydes délicats, et surtout, un liant particulier, de la colle de poisson japonaise, utilisée par un seul restaurateur actif en Europe de l'Ouest. Je contactai discrètement un collègue à Bruges, un expert du nom de Van Elst. Il confirma que ce type de liant n'était utilisé que dans 2 ateliers, tous 2 situés à Florence, dont l'un dirigé par un certain Maestro Luca Ferri. Un nom qui jusqu'à présent n'était jamais apparu dans notre enquête. Un fantôme. Ou plutôt, une ombre derrière l'ombre de Bellini. Je fis transmettre les informations à l'Interpol. En moins de 48 heures, un mandat de perquisition fut lancé contre l'atelier de Ferri. Là, dans une cave soigneusement dissimulée, on découvrit ce que j'avais pressenti. Un second exemplaire du secret de la comtesse, partiellement restauré. Une copie, certes, mais d'une fidélité troublante. L'objectif devenait clair. Échanger l'original contre une copie, revendiquer l'héritage grâce à la signature cachée, puis replacer discrètement la reproduction dans la collection, pendant que l'original disparaissait à jamais. Une manipulation d'un raffinement extrême. Avec cette dernière pièce, l'affaire prit fin. Maestro Ferri fut arrêté. De Beaumont demeura sous enquête prolongée. Bellini, lui, tenta de négocier une réduction de peine en échange d'informations sur d'autres opérations passées. Le réseau était démantelé. Le tableau original fut authentifié, nettoyé, sécurisé. Quant à Héloïse Vernet, elle fut saluée publiquement pour son courage et sa vigilance. Une cérémonie sobre eut lieu dans la galerie centrale. Elle me remercia discrètement après le discours, les yeux humides mais brillants de détermination. « Merci, monsieur Poirot. Grâce à vous, l'art a été protégé. » Je m'inclinai. « Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mademoiselle, mais la vérité. Elle se faufile partout, même sous les couches de peinture les plus habiles. » Et comme il se doit, je pris congé, discrètement, élégamment, comme un tableau qu'on décroche après l'exposition. Satisfait mais sans fracas, je rentrai chez moi, les moustaches impeccables, le cœur paisible. Car dans le silence retrouvé de ma demeure, une phrase résonnait. L'ordre a été restauré, et dans l'ordre, tout trouve sa place. Le soir tomba sur Londres avec une élégance silencieuse. Dans les rues de Marylebone, les réverbères s'allumaient un à un, et la Wallace Collection fermait ses lourdes portes de chêne sculptées. À l'intérieur, les salles retrouvaient leur calme ancestral, comme si rien ne s'était passé. Et pourtant, tout avait changé.
Je revins une dernière fois dans la salle des portraits. Personne ne m'y attendait. Ce n'était pas un devoir. C'était un adieu. Devant le secret de la comtesse, désormais sécurisé, je pris quelques instants pour contempler cette toile que tant d'hommes avaient voulu posséder, manipuler, dénaturer. Elle était là, intacte, et pourtant chargée d'histoires invisibles. C'est alors que j'entendis des pas légers. Héloïse Vernet entra discrètement, tenant une petite boîte dans les mains. Elle me regarda avec douceur, puis l'ouvrit. À l'intérieur, un bijou ancien. Une broche en émail bleu portant l'emblème des Chauvigny. Elle était cachée derrière le cadre Monsieur Poirot, probablement laissée là par le faussaire ou par la comtesse elle-même, avant que le tableau ne soit modifié. Je pris le bijou avec soin. Il brillait faiblement comme une étoile oubliée. Voilà donc le vrai secret. Pas le tableau, mais l'héritage qu'il dissimulait. Une preuve vivante, matérielle, transmise en silence à travers les siècles. Je rendis la broche à Héloïse. Conservez-la, discrètement, comme une promesse entre l'art et la vérité. Elle hocha la tête, émue. « Que ferez-vous, maintenant ?» demanda-t-elle. Je souris. « Je vais me retirer. Quelques jours à la campagne, peut-être. Lire, méditer, réarranger mes chaussettes par ordre chromatique. Les affaires, elles, reviendront d'elles-mêmes. » Nous sortîmes ensemble. Devant la porte, M. Branson nous attendait, tenant une boîte de documents. Tous les éléments sont désormais classés, monsieur. Et j'ai décidé de me spécialiser en histoire de l'art judiciaire. Vous m'avez donné le goût de la précision. Je lui serrai la main. C'est la plus noble des disciplines, jeune homme. Traquer la vérité dans les ombres de la beauté. Puis je tournai les talons, laissant derrière moi le musée, les œuvres, les secrets, et ces deux âmes jeunes que le mystère avait transformées. De retour à Whitehaven Mansions, je retrouvais mon fauteuil, mon thé et le silence rassurant de mon salon. Je sortis mon carnet noir et inscrivis la dernière ligne de l'affaire. Le crime, même lorsqu'il se drape dans les soies de l'art, reste un désordre. Et face au désordre, il y a Hercule Poirot. Merci d'avoir suivi cette enquête. Si ce mystère vous a transporté, dites-moi dans les commentaires.